Oui, après cette petite pause, on continue le débat sur le Congo au Brazzaville. Magloire, vous aviez la parole. Oui, je disais donc qu'en Afrique francophone, la méthode, elle est la même, c'est-à-dire que vous êtes au pouvoir, vous consolidez au mieux votre pouvoir, même par des méthodes les plus viles, en écartant vos concurrents qui sont à même de vous poser des difficultés. On a vu tout récemment en Côte d'Ivoire, par exemple, on l'a vu, comment vous appelez ça, au Sénégal, où le maire de Dakar, par exemple, qui était véritablement placé, l'opposant pour poser de réelles difficultés au président Macky Sall. Vous avez vu comment on l'a traité, entre griffes. Il s'est retrouvé en prison étant candidat. C'était extraordinaire, mais ça aussi, c'est l'Afrique et on fait avec. Et on parlait tantôt du Bénin. Et aujourd'hui, c'est le Congo. Et comme je l'ai dit, c'est une vieille méthode. On a vu l'ère des Pascal Lissouba et autres. C'était toujours la même méthode. Maintenant, très souvent, ceux qui sont un peu proches du pouvoir, quand vous menez ce genre de débat, on vous dit... qu'est-ce que vous en savez? Les réalités en gérant le pays sont autres que ce que vous avez de loin. Mais je dis, enfin, le pouvoir, il est le même, mais c'est vrai que les réalités divergent d'un pays à l'autre. Mais pourquoi les pays occidentaux n'ont pas ce réflexe-là de changer chaque fois les lois fondamentales des pays pour pouvoir prolonger leur mandat? Mais on voit ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Eux, c'est un cas particulier où la chancelière allemande, elle est là pour un moment. 4 mandats. Voilà, actuellement, elle cumule. Voilà, mais c'est un cas exceptionnel. Mais pourquoi vous trouvez des excuses à ces gens de mandats? Parce que ça a été toujours critiqué également. Mais justement parce que c'est justement aujourd'hui, si Angela Merkel est beaucoup plus critiquée, c'est justement parce qu'elle a cumulé tout de mandats également. Il faudrait qu'on ait la volonté de pouvoir aussi faire ressortir ces aspects de la chose. À la différence, je ne cautionne pas ce qui n'est pas bien, mais à la différence que là-bas, ça travaille. Là-bas, on parlait tantôt du Congo et le taux de pauvreté. Tu ne m'as pas démenti. Tu as même attesté ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit non, mais de toutes les façons, chacun et le Congo, c'est le jour et la nuit. Chacun draine. Non, c'est quand même Angela Merkel, comparer les deux pays. Je ne refuse pas, mais reconnaissons que si, à la base, le président qui est là, il travaille et que par moment ou parallèlement, il modifie la loi du pays pour s'éterniser au pouvoir. Non, les lois fondamentales de nos pays, même africains, ne sont pas seulement modifiées pour donc rallonger les mandats. 90%. Non, il y a des lois qui sont modifiées justement pour permettre à ce qu'on puisse avoir une bonne organisation de ce qui se fait et l'adapter dans l'air du temps. C'est ce qui se fait. Je suis désolé. Toutes les modifications qu'on a eues sur le continent africain, on le dit. Le cas palpable, c'est le doyen ou le vieux, comment vous appelez, le président ivoirien. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à ses congressistes? Qu'il est fatigué, il veut se reposer, ayez pitié de moi, que non, c'est pour permettre à la jeune garde de venir prendre le pouvoir. Il y a eu un cas de force majeure. Qu'est-ce que vous appelez cas de force majeure? Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly, il n'est pas né pour être président. Mais si vous le préparez pour vous succéder, et que par mégarde, la mort vient le surprendre, on ne me dirait pas que dans son pays... Non, la politique également sont des stratégies. Ça a failli également diviser son parti. Mais la politique, c'est également des stratégies. Qui sont formés à un moment donné. Vous avez les preuves? C'est un discours politique. Donc ce que vous dites, c'est pas un discours politique. Vous êtes sûr que c'est pas un discours politique. C'est aussi un discours politique. Supposons que la politique, c'est également des stratégies. C'est des stratégies pour gagner. Ne perdons pas le fil du débat. On parlait du Congo, mais on a fait ce petit parallèle-là pour parler de la Côte d'Ivoire. Supposons que je touche le bois, que ce qui était arrivé à Amadou Gon Coulibaly, c'était au président Ouattara que ça arrivait. On ne trouverait pas de successeur à lui. Non, il avait on trouvera forcément quelqu'un. Mais le discours... Attendez, ce que je dis, c'est qu'on a tellement phagocyté l'esprit des gens que j'ai trouvé même ahurissant qu'il y a eu des jeunes qu'on présentait même dans le parti du président Ouattara comme ceux qui incarnaient l'avenir du parti, mais qui disaient à qui voulait l'entendre que le président Ouattara, c'est lui l'homme de la situation. Est-ce qu'ils ont le choix? C'est ce que je dis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'avoir ce courage-là de dire que... Le président Ouattara donne un capital politique assez important. Et si naturellement les Ivoiriens trouvent en lui l'homme idéal qu'il faut et que lui-même par le passé avait déjà préparé, le mental avait préparé dans les stratégies pour que son dauphin
Amadou Gon Coulibaly puisse donc le succéder et qu'à l'approche des élections, à 1 mois ou 2 mois déjà, il perd donc un homme aussi important qui pouvait dans le sujet. Ce serait difficile quand même de positionner quelqu'un parce qu'il y a eu beaucoup d'actes. Il y a eu beaucoup d'actes. Et si les tests, c'est pourquoi moi je me dis, ce discours-là, lorsqu'on le fait, ce discours-là doit être rimé avec les lois qui existent dans le pays. La loi permet donc j'ai quand même la parole. Le bon sens. Qu'est-ce que vous appelez le bon sens en politique? On va revenir au Congo. Qu'est-ce que vous appelez le bon sens en politique? Revenons au Congo. On revient au Congo. Je disais donc qu'en réalité, le président Denis Sassou Nguesso, je ne vois pas la pertinence de cette démarche-là qui vise donc à s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire que si vous avez bien fait durant 36 ou 37 ans, vous avez pris le temps de construire le pays, vous avez pris le temps de mettre le pays sur le train ou les rails du développement, je ne vois pas pourquoi il va s'inquiéter à ce qu'il sait. Si le travail était déjà fait en amont, les Congolais jugeront. Mais c'est-à-dire que je suis là, je m'impose à vous, vous n'avez pas droit de placer un mot, mais quand ça y est comme ça, la démocratie n'a plus aucun sens. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons. C'est ce que moi, je voulais qu'on comprenne dans ce débat, où tout ce que nous avons vu tout récemment, le congrès du parti, oui, on l'a désigné, les congressistes, les cadres du parti se sont cotisés pour lui... Ça, c'est du théâtre. C'est ce que j'appelle de la théâtralisation de la politique. Et malheureusement, on est dans ça. Même, tu peux être un cadre, tu peux être ambitieux, mais jamais tu ne vas pas vouloir faire comprendre aux gens que je suis ambitieux, je veux postuler à la présidence. Tu ne peux pas le faire et ce n'est pas bien pour la vitalité même de la politique. C'est vrai qu'il peut y avoir cette volonté de changer la doctrine politique, la doctrine opérationnelle politique de ce pays. Mais moi, je parle d'un seul constat. Sassou Nguesso avait été battu en 1992 lors de ces élections. Et il est parti. C'est justement, il était parti et il a eu 5 ans avant qu'il nous devienne avec président pour prendre. Donc moi, je me dis... on a vu comment il est revenu au pouvoir. Tout à fait. Mais je me dis, aujourd'hui, il faudrait quand même pas qu'on trouve des excuses sur le fait que voilà, c'est une présidence à vie, etc. Mais je pense que si telle est que l'opposition s'est bien organisée, je pense que ce qu'ils expriment comme opinion aujourd'hui doivent être fondamentalement partagés par l'opinion de la population. Les oppositions se sont toujours organisées. Et à un moment donné, peuvent donc réellement tenir à Sassou Nguesso dans les urnes, puisque c'est la population. La vérité des urnes, est-ce qu'elle s'est déjà exprimée? Bon, c'est vous qui le savez. Moi, je dis, ce sont les urnes qui départissent dans les candidats. Et si tel est que nous avons une opposition bien organisée, ils peuvent réellement donc tenir tête à Sassou Nguesso dans les urnes, puisqu'on nous dira, moi je suis contre le fait qu'on puisse donc estimer que donc, à partir du moment où le président sortant est candidat, les autres candidatures sont des candidatures de témoignage. Moi, j'évite ça. Il faudrait que nos oppositions réellement puissent savoir réellement que nous avons en face quelqu'un de dodu et pouvoir donc affiner des stratégies qui vont avec. On peut également les parce que si c'est advenu dans d'autres pays, ce n'est pas d'autres pays qui peuvent donc dire non, qu'on ne peut pas donc arriver à ce point-là. Ça peut également arriver. On va peut-être terminer avec une note de satisfaction. Togo, la Commission nationale des droits de l'homme en fin de mandat, a une mention assez bien. C'est quand même bien, il faut le préciser, Magloire, que cette commission finalement en fin de mandat ait cette mention. Ben, disons tout simplement que, comme je l'ai dit, moi, je ne fais jamais de débat de personnes, mais de principes. Vous l'avez toujours répété. Je l'ai toujours répété. Voyez-vous, quand on prend la CNDH, dont le mandat vient en terme, l'actuelle CNDH, j'avoue que c'est la CNDH-là qui m'a beaucoup plus émerveillé de par sa méthode. Ouais. On a connu la CNDH... peut-être de l'ère Kofi Kunte. On a également connu la CNDH de l'ère Cissé. Mais véritablement, c'est à l'ère de cette CNDH-là qu'on a compris ou on a senti le réel besoin de changer un peu d'approche. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a vu que dans un rapport officiel, que la CNDH reconnaît les bavures, n'est-ce pas, des forces armées togolaises, ou du moins des éléments des forces armées togolaises. C'était la première fois. Or, voyez-vous, quelle a été la cause de l'ennui, par exemple, de Kofi Kunte? C'est parce que il avait reconnu dans un rapport qu'il y avait eu un certain nombre de choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, naturellement, parlant justement du cas Pachang-Yassingbe, dont les co-accusés ont été torturés en prison par les éléments, n'est-ce pas, du SRI.
le gouvernement a publié un rapport et Kofi Kounté, par exemple, a estimé que le rapport était traficoté, ce n'était pas le rapport réel. C'est ça qui lui a coûté ce que ça lui a coûté. C'est vrai qu'on dit qu'il est parti de lui-même, il n'a qu'à revenir au pays, mais en réalité, on sait que ça n'a jamais été facile pour un président d'une commission comme la CNDH sortir un tel rapport sur un État. Ce n'était pas facile, mais il l'a fait. Mais quand vous prenez un peu la CNDH de Madame, passez-moi son nom, elle s'appelle Madame... C'est le sortant. L'actuelle. Et son nom m'échappe un peu. Mais elle a eu ce courage-là de sortir des rapports qui, non seulement font des diagnostics, mais proposent également, font de belles recommandations. Je me rappelle en 2019 où CNCDH a sillonné tout le pays, a sillonné surtout les prisons et a constaté des cas de surpeuplement des prisons, que ce soit à Palimé, à Lomé ou à Tapamé, où je me rappelle de ce cas-là où le rapport disait que, par exemple, pour la prison civile d'Atapamé, il n'y a pas d'agent médical. Ce n'est pas bien. Quand un prisonnier a des petits pépins, il faut qu'on l'amène dans un cadre extra-prison. Donc la CNDH a dénoncé cela. La CNDH a dénoncé cela et a fait des propositions. Et la satisfaction a été grande que derrière, on a dépêché des médecins pour assister de façon permanente des prisonniers. Donc je crois que c'est des actes qui sont rassurants. Et je me rappelle que nous, par exemple, au niveau du journal Flambeau des démocrates, on l'a écrit pour féliciter cela parce que c'est aussi ça le rôle de la presse. Quand ça ne va pas bien, il faut le dire, mais à partir d'un moment donné, quand ça va bien également, il faut le dire aussi. Donc la CNDH dont le mandat s'achève, je crois que j'estime qu'elle a fait un chemin. Tout n'est pas rose quand même, mais on peut s'estimer heureux qu'elle a mené un débat, en tout cas, elle a mené un mandat qui a été acceptable, du moins. Un chemin qu'on peut féliciter, on peut s'appesantir également sur cela, Adam. Oui, je pense que l'opinion togolaise dans toute sa globalité, je pense que, à part, lorsqu'on compare un peu, on jette un peu un regard dans le rétroviseur, on peut donc pouvoir voir dans cette CNDH qui a eu réellement donc des résultats assez probants. Je pense que ces résultats également sont à mettre à l'actif parce que il ne sert à rien de pouvoir donc peut-être noircir ce qu'ont fait donc les autres. Il vous en souvient que l'RCC a pu quand même à pouvoir donc émettre beaucoup de réformes en ce qui concerne cette CNDH là. C'est vrai que tel que les tests donc étaient par le passé, n'ont pas permis une certaine visibilité son aide, mais il a eu à introduire des réformes qui permettent donc à cette CNDH de pouvoir donc dérouler un certain nombre d'aspects de choses qui font que ainsi depuis l'ère Agboïbo, qui font qu'aujourd'hui ces résultats-là sont là. Donc moi je me dis c'est toute une chaîne. C'est vrai, lorsqu'on prend en termes de bilan, au niveau d'un certain nombre de rapports produits par ces CNDH-là, je pense que tout le monde a été d'accord. Lorsqu'on prend, ne serait-ce surtout, il a évoqué la question des forces de l'ordre et de sécurité qui a été évoquée. Et lorsque nous voyons également avec ce changement de main au niveau de ce nouveau gouvernement, ne sont pas loin. Et les recommandations émises par la CNDH ont été prises en compte dans ce nouveau gouvernement qui a essayé donc de les introduire pour avoir réellement un fonctionnement assez normal où les droits de l'homme soient respectés à tout point de vue dans certaines missions où ces forces de l'ordre ont été déployées. C'est déjà donc sont des avancées. Donc moi j'estime que désormais, au-delà de pouvoir donc de s'en réjouir de ce résultat-là que cette CNDH-là a eu, je pense que c'est tout le Togo, dans toute sa globalité, qui gagne. Gagne dans la mesure où, là où il fallait donc redresser donc la barre, ça a été redressé compte tenu du fait qu'on a émis donc des recommandations que l'exécutif a prises en compte dans ce déroulement-là. Et je pense que c'est le pays qui gagne également en image. Parce que d'abord, il nous appartient, lorsque vous faites donc de l'autoprospection et que vous estimez que voilà, telle chose n'a pas donc marché à votre niveau, je pense que au niveau même des pronostics au niveau international, cela puisse être pris en compte. C'est ce qui fait d'ailleurs même que le Togo, ces derniers temps, nous en sortons réellement donc avec des résultats, nous en sortons avec des images qui font que le Togo est beaucoup plus admiré à l'international. Et je pense qu'à l'avenir,
cela doit faire tâche d'huile et permettre réellement que ce mandat-là ne soit pas un mandat de passage et que les autres qui arriveront permettront également de pouvoir tisser, puisqu'on le dit toujours, on tisse la nouvelle cause sur l'ancienne, permettant réellement de pouvoir capitaliser sur ce résultat-là obtenu par cette CNDH et permettre à l'avenir pour qu'on ait une institution qui puisse donc départir l'environnement lorsque cet environnement devient un peu grincheux, cet environnement devient un peu plus rouleux, surtout lorsque nous prenons sur son aspect politique aujourd'hui. Je pense que tous les leaders politiques peuvent avoir réellement donc conscience qu'en allant vers cette CNDH là, avec des questions politiques, que cette question politique puisse être donc résolue dans les règles de l'art et sans a priori, sans parti pris et qui rassure naturellement. Et je pense que c'est le pays qui fait donc des enjambées en ce qui concerne donc les droits de l'homme, ce qui concerne donc les libertés individuelles. C'est un travail qui a été aussi favorisé, il faut le dire, par le gouvernement togolais. Ça, on le reconnaît. Exact. C'est ce que je disais tantôt dans mon analyse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrive à apprécier un peu le parcours fait par la CNDH, c'est que on a trouvé satisfaction quelque part dans sa mission. C'est-à-dire que au-delà du diagnostic fait, par exemple, quand on prend le cas des braqueurs qu'on avait abattus au niveau de Agbavi ou à Vepozo, quelque part comme ça. À l'intérieur, en tout cas, du pays. Oui. Non, c'est à Lomé. Oui, à Lomé, dans la banlieue est de Lomé. Et tout récemment, à Védi, avec le jeune Mohamed qui a été abattu par certains éléments des forces de l'ordre. Ce n'était pas évident qu'une institution comme la CNDH puisse, en tout cas, accuser ouvertement comme ça les fautifs qui étaient certains éléments des forces de l'ordre. Mais la CNDH actuelle l'a fait. Donc, c'est des avancées. Maintenant, la satisfaction se retrouve également du côté où, derrière, le gouvernement a prêter oreille attentive aux recommandations de la CNDH. Par exemple, mon confrère l'a effleuré tout tantôt. Je présume que les récentes mutations qu'on observe au niveau des forces armées togolaises sont en partie dues, n'est-ce pas, aux recommandations faites en amont par la CNDH. C'est dire donc que si nous voulons que les Togolais fassent confiance aux institutions de la République, comme c'est le cas, par exemple, de la CNDH, en qui les Togolais commencent par avoir confiance, c'est que derrière, il faut que le gouvernement aussi aide ces institutions-là. C'est-à-dire que je présume que peut-être les bureaux passés, peut-être ont fait aussi des recommandations, mais qui sont restés au niveau des armoires. Donc, à l'arrivée, il faut que, partant de ce constat, il faut que désormais le gouvernement aussi, pour arranger les choses, pour permettre à ce que les populations puissent avoir confiance en nos institutions, puissent prendre au sérieux, entre griffes, les recommandations que font nos institutions en les traduisant donc en action. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les recommandations, il faut les traduire dans les actes. Et quand les populations constatent qu'il y a du mieux sur le terrain, forcément, ils vont commencer par faire confiance à ces hommes-là qui sont nos gouvernants. Allez, Adam, qu'est-ce que cette note peut apporter au Togo sur le plan international? Oui, vous savez, il y a un constat assez partagé parce que, vous savez, dans les choix politiques de notre exécutif, du gouvernement actuel, il est acté le fait que le gouvernement veut renforcer les liens de collaboration entre les forces de l'ordre et de sécurité et sa population. Et naturellement, ce qui clive la plupart du temps dans ce choix-là, c'est naturellement, les gens évoquent pour la plupart du temps la question de l'impunité, la question de la corruption. Et il y a cette crise de méfiance qui est assez profonde au niveau de la population et son exécutif, donc lié naturellement donc, à ces deux points que je venais de citer. Donc, à un moment donné, si réellement il peut avoir sujet à discuter sur les OCNDA qu'on a connus, le gouvernement n'a pas demandé. En fait, les propositions ou des partis, en fait, les positions antagonistes au niveau de la CNDH est une bonne chose d'abord pour l'exécutif.
Et ça, je pense que cette approche engagée par CNDH-là essaie un peu de renforcer cet aspect de la chose, faire en sorte que lorsqu'on apporte donc des problèmes à son égard, qu'il puisse avoir une certaine objectivité de pouvoir donc départir les gens, donc avec des motifs qui vont avec. Et ces motifs-là, si vous estimez que réellement ces motifs-là permettent de renforcer ce dispositif-là, je pense que c'est partagé par toute la population. Ouais. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et ça, par ricochet, comme je le disais tantôt, peut permettre naturellement, parce qu'il y a la CNDH qui a émis donc des recommandations liées au fait que voilà cette approche de la chose. Si nous prenons peut-être au niveau de la corruption, on n'en a pas eu assez. Au niveau peut-être du renforcement du tissu social lié donc à cette question de l'impunité, il y a eu des recommandations, puisque les gens ont été naturellement aussi punis. Et où il y a ce changement de communication au niveau de ces forces de l'ordre, puis entre-temps, c'était en vase clos, les gens disaient, voilà, c'était de l'impunité ou karma. Or, il y avait donc, les gens étaient punis naturellement. Mais lorsqu'on ne communique pas ces aspects de la chose, cela renforce en fait cette appréhension du fait qu'il y a une impunité qui est beaucoup plus renforcée aujourd'hui. Ça a été démystifié. On constate réellement que ces recommandations-là ont pris en compte ces aspects de la chose. Les gens ont été punis et publiquement, ils savent réellement que ça a été fait. Donc, sur le tissu social, je pense que cette note-là permettra réellement de renforcer davantage ce choix politique-là fait par nos autorités, l'exécutif, en faisant en sorte que ça renforce en réalité cette approche entre l'armée et sa nation. Mais d'autres aspects également, vous savez que nous sommes dans un environnement où la question du terrorisme refait abondamment surface. C'est ce qui va avec, ce qui prédispose donc à cette relation entre les forces de l'ordre de sécurité. Donc à partir du moment où ça a été démissif, je pense que lorsqu'on va vers cette population, en lui demandant que voilà, donc on a des éléments factuels à pouvoir donc les proposer en leur disant que voilà, vous l'avez demandé, il y a la CNDA qui a fait telle recommandation, voilà cette qui a été donc professée sur telle ou telle chose. Voilà, le gouvernement a pris donc cette disposition et essayé donc de sanctionner. Et dorénavant, ça permettra de dégraisser en réalité cette crise de confiance qui continue par aller, par s'approfondir et donc nourrir ce sentiment que voilà, il y a de l'impunité. Je pense que les mentalités vont davantage changer. Et c'est le Togo qui gagnera. Sur le plan national. Qui gagnera en sorte à pouvoir donc renforcer ce lien-là entre la population. Sinon, au niveau du dispositif, au niveau même de la formation de ces forces d'armée-là, à être à la hauteur de ce mal-là, je pense que c'est à niveau ce qui reste maintenant, c'est cet aspect de la chose. Et ça est en train d'être corrigé. Je pense qu'on aura un environnement assez bien nourri, assez bien structuré qui permettra de pouvoir parer à toute éventualité. Ben, comme le confrère l'a dit, moi, c'est déjà un acquis. C'est un pas qualitatif. Et je crois que le gouvernement même peut surfer sur ça pour redorer, n'est-ce pas, son blason, pour lui son image beaucoup plus. Vous l'avez dit tantôt, quel peut être l'apport, n'est-ce pas, ou du moins en quoi cela peut apporter un plus à l'image du pays sur le plan international. Je dis, voyez-vous, la CNDH, sa mission élémentaire, c'est de promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales. Voyez-vous, maintenant, à l'international, c'est vrai que c'est aussi des faits que plusieurs rapports sur les droits de l'homme au Togo. Il y a l'UPU. Voilà, l'UPU et tout ça, rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme et tout ça, relève un certain nombre de choses. Par exemple, pour la prison civile de Lomé, il y a un récent rapport des Nations Unies qui recommandait carrément la fermeture, n'est-ce pas, de la prison civile de Lomé. Je crois que quand des institutions internationales comme cela font de ces rapports sur le Togo et qu'on constate que des institutions qui sont sur le plan local, naturellement, la CNDH, pour ce qui est du Togo, n'arrive pas à ressortir ces mêmes constats, là, il pose problème. Oui. Donc, si déjà à la base, la CNDH, comme nous l'avons dit pour le cas de ces bavures-là, commence par aller sur ce terrain, je crois que ça crée une sorte de confiance, une sorte de pont
entre l'institution localement installée et les institutions internationales qui se diront, tiens, nous avons une institution locale qui a la même vision que nous, qui a la même philosophie que nous. Et donc, ça prouve que vraiment au Togo, on se soucie des droits de l'homme. Donc, je crois que c'est un acquis, mais pas pour autant les amener à dormir sur le laurier. Comme je l'ai dit, la perfection n'est pas de ce monde. Ce n'est pas parce qu'on apprécie le peu qui a été fait pour dormir naturellement sur les lauriers. Non, il faut puiser de ce qui est des imperfections pour encore construire l'avenir en termes de qualité de prestations et d'appréciation sur les droits de l'homme au Togo. Magloire Teko Kinvi, rédacteur en chef flambeau des démocrates. Merci beaucoup. Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à vous. Merci donc pour votre fidélité toujours renouvelée. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.